Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à s'aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dur mais essentiel, un sujet que beaucoup vivent dans le silence, parfois même sans mettre de mots dessus, être rabaissé par le partenaire qu'on aime. Pourquoi en parler ? Parce que le rabaissement, c'est pas toujours visible. Ce ne sont pas des cris ou des gestes violents, ce sont des mots, des tons, des attitudes qui abîment lentement et qui peuvent, je dirais, à distance, ne pas être reconnus. Quelqu'un est autour de nous, à quelques mètres, et il peut ne pas se sentir, ne pas être témoin du fait qu'on a été rabaissé, parce que la parole a été formulée en douceur, mais elle a fait son travail lentement, profondément et souvent dans l'ombre. Pour avancer de manière concrète, je vais m'arrêter sur 4 points. Comprendre ce que signifie être rabaissé. Je vais partager avec toi 2 témoignages et récits vécus, m'arrêter sur les conséquences psychologiques du fait de se sentir rabaissé par son partenaire, et enfin, que faire quand on se sent rabaissé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te dire qu'il y a des choses qui peuvent être sensibles. Si tu es majeur et vacciné et adulte, ça ira très bien, mais je voudrais que tu saches que, notamment dans les témoignages, il y aura des choses qui sont un peu difficiles à entendre. Si tout est OK pour toi, eh bien, c'est parti. Être rabaissé, c'est entendre des remarques qui blessent encore et encore. C'est quand l'autre utilise l'humour comme un déguisement pour te critiquer, par exemple. C'est un ton méprisant, une remarque dévalorisante, qui est glissée comme si de rien n'était, voilà. Quelque chose de concret pourrait être « tu comprends jamais rien »,« t'as encore fait n'importe quoi ». Tu devrais être contente que je sois avec toi. Ou tu te rends pas compte de qui je suis. Je te fais la grâce de continuer à t'aimer et toi, tu es en train de continuer à me gonfler. Tu vois, ce ne sont pas toujours des insultes directes. Parfois, c'est plus subtil. C'est dans le regard, le soupir, le petit rire moqueur. Exemple encore, tu crois vraiment que tu vas y arriver en continuant comme ça. Et ça fait mal. C'est important ici de distinguer rabaisser et critiquer de manière saine. Une critique saine, c'est fait avec respect dans l'objectif de construire, alors que rabaisser, c'est dans l'objectif de réduire, d'écraser, de montrer sa supériorité, de se sentir supérieur, ce qui est demeurant un signe de faiblesse. Voici quelques exemples pour permettre de faire la distinction entre rabaisser et critiquer de manière saine. Quand quelqu'un a oublié une tâche, une critique saine pourrait être « tu avais oublié de sortir les poubelles hier ». Est-ce qu'on peut trouver une solution pour mieux se répartir les tâches ? Ou bien est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose pour que tu te souviennes de les sortir, puisqu'on a défini que c'est toi qui les sortirais, etc. Si on a comme intention de rabaisser, ça pourrait ressembler à « t'es même pas foutu de sortir les poubelles ». Franchement, c'est pas compliqué. Deuxième exemple, je comprends que tu as été stressé, mais j'aurais aimé qu'on parle calmement au lieu de crier. Ça, c'est une critique saine. Même sujet avec la démarche du rabaissement, t'es incapable de gérer quoi que ce soit sans péter un câble. C'est pathétique. Vous voyez la différence ? Tu vois la différence. Autre exemple, troisième exemple, critique saine, tu sais, je préfère quand tu portes des couleurs plus sobres. Ça te va vraiment bien, je trouve. En rabaissement, tu sors vraiment comme ça ? On dirait que t'es habillé dans le noir, c'est pas possible. Ou tu vas au carnaval. J'arrête les exemples. Quand on est rabaissé régulièrement, on ressent quoi ? De la honte, de la souffrance, et on se pose parfois des questions parce qu'on se sent confus. Est-ce que j'exagère ? On se sent parfois de la culpabilité. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi qui est pathologique. Peut-être que c'est moi qui provoque mon partenaire pour qu'il parle comme ça. Et c'est peut-être justement logique qu'il me parle comme ça. Et petit à petit, on perd confiance en soi. Je voudrais te partager 2 témoignages, comme je l'ai évoqué dès le début de ce podcast. Je vais te les lire carrément. Il a été reconstruit à partir d'un récit réel, même si j'ai changé quelques éléments pour que les personnes concernées ne se reconnaissent pas, pour protéger l'anonymat. Une personne écrit « Au début, c'était juste des blagues. Il me disait que j'étais trop sensible, que je ne comprenais rien à l'humour, mais avec le temps, c'est devenu plus régulier. Des critiques sur ma façon de parler, de m'habiller, sur mes amis. Il me disait que sans lui, personne ne voudrait de moi. Je me suis isolé, j'ai douté de moi et je croyais que c'était moi le problème. »
Je te partage un autre témoignage d'une personne qui m'écrit en me disant « Hier, lors d'un dîner avec des collègues, il m'a de nouveau rabaissé devant tout le monde. Une remarque sèche, un ton humiliant comme d'habitude, quand il veut montrer que c'est lui qui décide. Je me suis forcé à sourire, à faire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur j'étais en miettes. Et ce n'est pas la première fois. Il impose, il coupe la parole, il me reprend, toujours avec cette impression que mon avis ne compte pas. Je finis par me taire, par culpabiliser, comme si j'étais la source du problème. Je ne sais plus quoi faire. Me taire, c'est m'éteindre. Me défendre, c'est le conflit. Partir, j'y pense. Mais on a des enfants, une vie commune, et je me sens piégé. Alors aujourd'hui, je reste en retrait, parce que si je parle, je risque d'exploser ou de pleurer. Ce genre de récit est malheureusement fréquent. Pour ma part, je dirais même trop fréquent. D'autant plus que, comme je l'ai dit dès le début de ce podcast, on est face à des situations qui peuvent être indétectables, parce que quand un des partenaires se tourne vers l'autre en disant « mais arrête de faire ton frimeur ou cesse de faire ta connasse », personne n'entend. On a l'impression que presque il pourrait lui faire une déclaration en disant « t'as vu les chaussures du voisin ?» Mais en attendant, il a envoyé un pic. Comment ce type de rabaissement peut-il s'installer comme ça, souvent, alors d'une manière déguisée, et causer autant de ravages? Alors que quelqu'un dit « Ah, je plaisante, ah, tu te vexes pour rien » après qu'il ait envoyé son scud. Avec le temps, ça devient un mode de communication et la victime se met à douter d'elle-même. Et si tu es concerné par ça, parfois tu te demandes « Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai un problème ?» Parce que ça paraît tellement normal pour mon partenaire de fonctionner comme ça que je me dis que c'est peut-être moi qui dysfonctionne. Le fait que tu t'interroges sur la cause du dysfonctionnement n'est pas hasardeuse parce qu'il y a un lien fort entre le rabaissement, la manipulation, la domination et la dépendance affective. Du coup, on est dans une forme d'emprise qui fait que c'est la victime qui se dit qu'elle est le problème, elle est la cause. C'est peut-être à cause d'elle. Et une phrase revient souvent. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Et combien m'ont posé cette question pendant un accompagnement en me disant mais je me dis c'est peut-être moi qui ai un problème. Finalement, c'est la victime qui consulte en disant que elle est responsable, coupable et que c'est elle qui a un problème sans doute. Quand on est rabaissé sur la durée, les conséquences sont réelles. Et notamment les conséquences psychologiques. D'abord, on a l'estime de soi qui s'effondre. On perd confiance, on n'ose plus parler, donner son avis, parfois même sortir, être en relation avec d'autres. On s'isole émotionnellement et parfois aussi socialement. Et le corps réagit. On ressent de la fatigue, on dort moins bien, on ressent du stress, de la douleur et parfois on somatise justement à différents endroits du corps. On peut avoir mal au ventre, on peut avoir des diarrhées, la gorge qui se serre, on peut avoir les boules vraiment, on peut avoir une oppression dans la poitrine, une douleur dans la nuque, une douleur au niveau de l'épaule qui peut arriver jusqu'à la capsulite. On peut vivre de l'anxiété et de l'angoisse. Cela dit, j'ai présenté plusieurs signes d'angoisse avant de parler d'anxiété. Parce que être sans cesse sur ses gardes, eh bien ça épuise, ça fatigue. Parfois on n'arrive même plus à poser des limites ou à envisager de partir. Alors on reste, comme le disait une personne tout à l'heure, en pensant qu'on mérite ce qu'on vit, qu'on est coincé, qu'on l'a cherché, qu'on n'a pas su prendre de décisions sérieuses. Et je voudrais commencer à répondre à ces préoccupations dans cette partie maintenant dans laquelle je voudrais répondre à que faire quand on se sent rabaissé. Que faire? Première chose à faire, c'est de reconnaître les signes. C'est pas dans la tête qu'on se sent rabaissé. Si tu te sens mal, si tu as mal, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. La souffrance est systématiquement le signe d'un dysfonctionnement. Évidemment, l'humanité tout entière est touchée par la souffrance. Mais entre être touché par la souffrance et dormir, se réveiller, manger, boire de la souffrance, il y a une différence colossale. Donc, je voudrais que tu ne t'habitues pas à cette souffrance, que tu te dises, c'est pas dans ma tête. Si j'ai mal, j'ai quelque chose à faire, quelque chose à mettre en œuvre, et je fais référence notamment au podcast qui s'intitulait « Dire ou ne pas dire quand on a des problèmes conjugaux ». Quand tu as un problème de souffrance, aussi grand soit-il, partage-le. Et j'aime bien utiliser l'échelle de 1 à 5, tous ceux qui sont accompagnés par moi la connaissent, 1 étant une souffrance minime, quasiment inexistante, et 5 étant la souffrance maximale. Si sur une échelle de 1 à 5, tu es au moins à 3, il y a quelque chose à faire. Ne te dis pas que
Il n'y a pas à faire. Et même si tu arrives à 5 que de manière épisodique, et que ce caractère épisodique se répète à une fréquence régulière, et que tu arrives à une souffrance tellement puissante qu'on en est à l'angoisse, à la somatisation, avec les troubles corporels, il y a quelque chose à faire. Ne te dis pas que, bah oui, ce sont peut-être des signes, mais c'est sans doute dans ma tête. Demande à quelqu'un d'extérieur de regarder ta situation. Rapporte les éléments pour ne pas minimiser la situation. Et ça nous ramène justement à la deuxième action que je te propose, c'est de noter dans un journal ce qui se dit, comment tu te sens. Et tu verras que c'est pas un accident isolé finalement ce qui se passe. Je voudrais que tu notes la date, ce qui a été dit, la date, ce qui a été fait, de manière à rapporter quand tu viendras consulter quelqu'un, lui dire, à telle date, il a dit ça, à telle date, il a fait ça, à telle date, mon partenaire s'est comporté comme ça, à telle date, il a utilisé telle et telle approche devant telle et telle personne, dans telle et telle situation, etc. Quand on a tendance à être rabaissé par son partenaire, il y a de fortes chances pour qu'il le fasse dans la vie privée, intime, où on n'est que tous les deux, et dans la vie publique. Même si dans la vie publique, ça sera masqué avec un petit sourire en disant « mais tu vas pas nous ramener ton histoire que tu as racontée 150 fois, là maintenant on a déjà entendu », avec un petit sourire pour dire « je fais de l'humour », il l'a quand même dit. Ok ? Donc tu prends ton cahier et tu notes dans ton journal ce qui a été dit. Et j'insiste pour donner les dates, parce que je veux pas que tu te fondes sur tes impressions. « Oh, mais j'ai l'impression que, etc. » Tu pourras donner des faits si tu notes les dates et les propos exacts. Donc, essaie de noter les propos exacts. Il est assez fréquent que dans les accompagnements que je fais avec les personnes qui sont dans des programmes couple heureux, certaines, je les invite à enregistrer les conflits. En général, je leur demande de mettre leur partenaire dans la loupe, qui est informé que l'on enregistre les conflits, mais de prendre un dictaphone, et tout de suite de poser le téléphone pendant qu'on est en train de se disputer, de manière à avoir un regard extérieur, qui est généralement le mien, pour dire effectivement, là ceci, là cela, et je comprends mieux ce qui se passe. Donc ça permet d'avoir un éclairage objectif, en étant extérieur à la situation conflictuelle, et d'aider l'un et l'autre, quand j'accompagne les deux, ou d'aider celui qui est accompagné, quand il y en a qu'un des deux que j'accompagne dans le couple, pour qu'il ait les moyens de voir si effectivement il y a rabaissement ou pas, s'il y a des éléments qui peuvent être modifiés et quels sont-ils, de manière à améliorer la relation. Et puis bien entendu, en parler à une personne de confiance. Tu l'avais déjà compris parce que j'ai déjà évoqué avant. Le mieux, c'est un professionnel ou une personne bienveillante, pour faire référence encore au podcast Dire ou ne pas dire que l'on a des problèmes conjugaux. Quatrième action à faire, à poser, c'est de poser des limites. Normalement, si tu en as parlé à une personne bienveillante ou mieux encore à un professionnel, il va te demander de poser des limites. Dire à ton partenaire calmement ce genre de phrase, je ne veux pas les entendre, je trouve qu'elles me font mal. Tu as le droit de dire stop. Ou je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Je ne veux plus que on vive une situation dans laquelle tu m'exposes devant les gens comme si je ne valais rien, ou que tu me détruises, ou que tu me réduises, ou que tu me minimises, ou que tu me piétines devant des tiers, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues, mes voisins, ou les enfants. Si tu n'es pas en mesure de le faire, de le dire, fais-toi équiper pour que d'autres t'aident à le faire. Ou que peut-être, dans un coaching, on puisse le faire à 3, et que je puisse dire à ton partenaire que je ne suis pas du tout d'accord, qu'il continue comme ça, et qu'il va falloir faire quelque chose. Peut-être est-il judicieux que tu entres et que vous entriez tous les deux dans le programme, maîtrisez votre vie, le guide pratique contre la manipulation. Parce qu'il y a quelque chose à poser de manière claire. Ne te contente pas de te dire, c'est peut-être moi qui débloque. Évidemment, si je m'étais habillé autrement, il ne m'aurait pas dit que je m'étais habillé comme une pute, ou bien il ne m'aurait pas dit que j'étais habillé comme un homo, ou il ne m'aurait pas dit que j'étais habillé comme un sac. Si j'avais pas parlé comme ça, il ne m'aurait pas envoyé bouler en me disant que j'étais qu'un con ou qu'une merde. Il n'aurait pas fait tout ça, donc c'est bien parce que c'est moi qui l'ai poussé. Non, non et non, cesse de croire ces salades. Même si ton attitude était inacceptable, ça n'explique pas ou ça n'excuse pas, plus exactement, que ton partenaire ait eu à son tour une attitude inacceptable. Et puis, cinquième chose, parfois, et je préfère que tu le fasses après avoir été entendu par un professionnel, eh bien parfois, il faut envisager de partir. Ça ne veut pas dire de partir de manière définitive, mais au moins d'envisager de partir.
Et la bonne nouvelle, c'est que si tu le fais accompagner par un professionnel, il pourra te donner les modalités pour partir. Quand je pars, quelles sont les précautions avant de partir ? Est-ce que je pose un courrier ? Est-ce que je lui en parle ? Est-ce que je prends des dispositions auprès d'un avocat ou pas ? Et quelles sont les conditions ? Parce que parfois, accepte que ton partenaire n'entendra la gravité de la situation que si tu poses un acte grave. Et partir peut faire partie de ces actes graves, même si je sais que c'est un partenaire, même quand on part, il considère que voilà, de toute façon, il va revenir, elle va revenir, c'est pas grave, elle a pété un câble, il a pété un câble, c'est encore lui qui débloque, il est psy, il faudrait qu'il consulte, et moi je n'ai rien à me reprocher. Mais l'idée de partir est à poser sur la table en 5e position, synonyme en dernière position, après qu'on ait vraiment travaillé ensemble. Et moi je recommande vraiment un travail d'une bonne année pour qu'il n'y ait de regret ni d'un côté ni de l'autre, et qu'on ait pris une décision de partir avec la tête froide, sans aucune culpabilité, avec sérénité, avec un éclairage qui peut faire que l'on puisse dire à quelqu'un d'autre « J'ai décidé de partir. Pourquoi t'es parti ? Pourquoi tu l'as laissé ? Parce que, tac, 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 tac. Je suis très au clair avec ça. Je peux le dérouler de manière très évidente. Il n'y a pas de charge émotionnelle terrible. On dit, je suis parti, c'est dur, j'arrive pas à me remettre. Non, parce que j'ai pris 1 an, je l'ai construit, je sais pourquoi. Donc ça, c'est une chose qui peut être posée de manière assez claire et que je t'invite à prévoir après avoir évidemment été accompagné. Et moi, je recommande une bonne année. Te sentir rabaissé par ton partenaire, si c'est accidentel, ça peut arriver, mais je voudrais que même si c'est accidentel et que c'est arrivé une fois que tu disais à ton partenaire, je me suis senti rabaissé. J'ai eu horreur de ça. Je te demande, s'il te plaît, de ne plus agir de telle manière, parce que dans ces cas-là, je me sens rabaissé. Le rabaissement psychologique dans le couple, c'est une forme de violence, même si ça peut être silencieux. Parce que parfois, ça peut être dans un silence. Je n'en ai rien à faire de ce que tu me racontes. Ça peut être une manière de rabaisser son partenaire. Et je ne veux pas que tu t'installes dans cette approche en te disant il s'en fiche de moi et c'est comme ça. Et que tu vives dans la peur, dans le doute, dans la honte, dans la culpabilité, dans le malaise. Tu as le droit d'être respecté, tu as le droit d'être écouté, tu as le droit d'être aimé sans être diminué, même si j'utilise ce terme, tu as le droit. Certains savent que j'utilise de manière impropre, mais c'est parce que je veux être dans ton langage si tu n'as pas encore commencé à cheminer dans un programme couple heureux. Parce que la notion de droit n'a pas de raison d'être dans cette approche. Mais quand même, je parle en langage commun de tout le monde. Tu as le droit d'être respecté, écouté, aimé, et de ne pas être diminué, d'être toi, de te manifester, de ne pas être d'accord sans qu'on ait envie de t'envoyer bouler, de t'en envoyer une. Tu peux construire une vie saine dans le désaccord, et c'est pas un problème de pas être d'accord avec ton partenaire. C'est pas un problème d'avoir ton avis. C'est un problème que l'autre ne sache pas gérer ta manière d'être en désaccord, ou ton désaccord, ton expression d'avis, et tout ce qui pourra faire que tu pourras te manifester dans ton toi, dans ton véritable être profond. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'écouter ce podcast, partage-le lui, parce que ça pourrait être vraiment bon pour lui ou pour elle de l'entendre, et de sortir de sa caverne conjugale en se disant, mais peut-être qu'effectivement, il est temps que je fasse quelque chose, parce que je voudrais que tant toi que toute personne qui est concernée par ce sentiment d'être rabaissé par son partenaire, n'oublie pas que s'aimer, c'est aussi apprendre à dire non à ce qui nous détruit, véritablement. J'attends tes commentaires, tes 5 étoiles sur l'application podcast que tu utilises, et puis tes questions, si tu en as, bien entendu, au bas de la retranscription de ce podcast sur le site couple-heureux.com. Si le programme Maîtrisez votre vie, le guide pratique contre la manipulation te parle, tu peux également profitez pour prendre un rendez-vous pour un call en cliquant sur le lien qui est dans la page de la retranscription de ce podcast d'aujourd'hui. Et je me ferai un plaisir de te donner le meilleur de moi pour que plus jamais tu ne te sentes rabaissé et que ta relation s'assainisse profondément comme ces nombreuses personnes qui ont suivi ce programme Maîtrisez votre vie, le guide pratique contre la manipulation. Tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour, tu sèmes du respect. Tu récoltes du respect, tu poses des limites, tu récoltes une reconnaissance des limites. Vas-y, sème. Et on se retrouve très bientôt pour avancer ensemble pour que tu puisses te construire de mieux en mieux, jour après jour, dans l'action vers le progrès et le succès.